Nous continuons l'intégration de ma page web sur le Halloween. Nous sommes rendus à l'étape d'intégrer nos styles. Donc, on a exporté nos images, on a fait notre structure HTML. Donc, on est rendu à exporter, à faire nos styles. Donc, on va y aller étape par étape. On va commencer par le premier élément en haut. Donc, on regarde cet élément-là ici. Donc, j'ai une image que je voudrais mettre en arrière-plan. Et avec un arrière-plan ici aussi noir. Donc on a la couleur, si je clique dessus, je peux ici voir que j'ai une couleur ici noire. Je vais aller dans mon projet WebStorm. Je m'en viens ici et je veux commencer mes CSS. Donc là, j'ai aucun CSS d'inscrit. Je vais aller me chercher mes commentaires. Okay? Je vais vous les donner, les commentaires, ils vont apparaître avec la description de la vidéo. Donc ici, je prends mes commentaires. Okay, moi, je les ai déjà tapés. Je m'en viens ici, je vous explique. J'ai celle-là ici et il m'en manque deux. OK. Et les composantes de ma page. Donc, premier, ici, commentaire, on va marquer le changement du calcul de la hauteur et la largeur totale d'un élément. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a parlé. On va aller voir ici, je vous donne un peu, parce qu'il faut le copier sur chaque site web. Je me dis que mon élément HTML, je veux passer le box sizing en border box. Donc, c'est ce qui fait que au lieu que ma marge et, pas ma marge, le padding et la bordure s'ajoutent à la largeur de mon élément, mais le padding et la bordure vont être pris par l'intérieur de mon élément. Donc, si je mets un width de 300 px, je suis certain que ça va rester 300 px tout le temps, même si ma bordure ou si mon padding va changer. Donc, le calcul beaucoup plus facile. Donc, ici, je lui dis que c'est mon élément HTML. Ici, je vais lui dire l'élément universel, le sélecteur universel étoile. Donc, sélectionne toutes les balises de ma page. Et, OK, on va faire aussi quelque chose qu'on n'a pas vu encore, le after. Donc, on pourrait ajouter des éléments après une balise en CSS. On verra ça dans des CSS avancés. Et aussi, on pourrait le faire avant. Donc, before, de cette façon-là. Et simplement, ce que je vais dire, c'est que tous les éléments de ma page, tous les éléments, parce que j'ai pris le sélecteur universel, ou tous les éléments que j'ai ajoutés après avec mon CSS, ou que j'ai ajouté avant avec mon CSS, ben, tous ces éléments-là, je veux qu'ils héritent de ce que HTML a. Donc ici, on va lui dire box sizing, et on va faire inherit. Donc, hérite de ce que box sizing a. Parce que si on voit bien, j'ai HTML, bon, j'ai le head qu'on ne voit pas en tant que tel, et j'ai body. Donc, même body va hériter de HTML. Header, ben, il va aller hériter du parent qui est HTML éventuellement aussi. La navigation va hériter aussi du parent. Donc, c'est ce qu'on lui dit ici. HTML a le box sizing border box, et toi ici, hérite du parent. Donc, ça ici, on va faire ça dans tous les sites web parce que le calcul de largeur va être beaucoup plus facile en faisant ça. Donc, on n'oublie jamais d'insérer ça ici et on met le commentaire pour comprendre qu'est-ce que ça fait ici. C'est le changement du calcul de la hauteur et de la largeur totale d'un élément. Donc, je vais continuer ici avec mon CSS. J'ai fait le changement du calcul. Si je regarde ici, c'est les éléments. Donc, ce sont des éléments qui vont affecter la page en entier, okay? Qui vont souvent se répéter d'un site web à un autre. Donc, on pourrait ici prendre les éléments qui vont être là et le copier dans un autre site et ça devrait éventuellement, en modifiant quelques petits aspects, on aurait principalement la même structure HTML, de sélecteur HTML. Donc ici, on nomme vraiment les balises, donc les éléments. On ne va pas nommer avec des classes ici, on ne mettra pas de classe. Et le premier que je voudrais faire, OK, si je reviens voir la maquette, c'est sûr qu'on voulait faire notre en-tête ici, mais ça, c'est le header. Mais le premier qu'on a aussi, c'est le fameux body, OK, qui est dans ce cas-ci desktop. Okay. Donc, c'est mon body au complet. Donc, on pourrait penser à dire que mon body, je veux lui mettre des styles. Donc,
Première chose qu'on devrait penser lorsqu'on fait une page web, je m'en viens voir ici, je vais juste la rafraîchir. Vous voyez ici, on est collé sur le côté, donc on ne voudrait plus de cette fameuse petite marge-là. Si je m'en viens voir, inspecter ici de cette façon-là, je vais aller voir ici et on voit que si j'utilise body, ben ici j'ai une petite marge là, tout le tour de mon site web et ça va empêcher ma couleur de continuer sur le côté. Donc, première chose que je veux faire, c'est simplement aller ici et utiliser body pour enlever la marge. Donc, margin 0. Donc, je suis sûr que ici, on va voir mes éléments vont être complètement collés. Comme ça ici, ça devrait être collé. J'ai encore ma marge. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? Je sauvegarde, je regarde mes styles ici. Ah, ben oui, j'ai fait l'erreur moi aussi. Ici, j'ai ma page web, mais je n'ai jamais indiqué que mes styles devaient être insérés dans ma page web. Donc, j'ai ici un titre. Après le titre, je voudrais aller insérer ma feuille de style. Je vais simplement prendre ma feuille de style et venir la glisser ici. Donc, on a la balise link avec une relation de style style sheet et avec le href qui me dit va chercher ça dans le dossier CSS et le fichier style. Donc, j'avais oublié ce petit aspect-là. Je reviens dans ma page web et voilà, on n'a plus de marge sur mon body. Je reviens ici. On a commencé notre body. On va essayer de le finir. OK? Donc, si je m'en viens voir ma maquette encore une fois, et là, il faut que je regarde quel est le style de caractère que j'ai utilisé là-dedans. Donc, si je commence ici avec le menu, je sélectionne le texte, c'est du Georgia. Je m'en viens ici, c'est du Georgia. Je m'en viens là, c'est du Georgia. Je dois vraiment vérifier partout, voir s'il y a d'autres styles. OK, bon, Georgia ici, le titre qui est ici, c'est en Georgia. Donc, on peut commencer à comprendre que ça sera pas mal Georgia. On regarde le footer pour être sûr. Donc, ça va être Georgia qui va être utilisé. Donc, la famille de font, la famille de typographie qu'on va utiliser, c'est Georgia. Si on regarde à quoi ressemble un Georgia, vous voyez que, mettons, sur la lettre P, ici, j'ai des petites pattes en bas. Donc, j'ai un petit tiret en haut du P, le L aussi. Donc, c'est ce qu'on appelle une police de caractère de type serif. OK, donc, quand les lettres sont très carrées, qu'il n'y a pas les petits empattements comme ça ici, on va appeler ça du sans serif. Et là, ici, c'est avec serif. Donc, lorsque je m'en viens ici écrire ma famille de caractères, font, family, je vais utiliser Georgia, comme ça ici, Georgia comme ça, mais je dois lui mettre une deuxième typographie obligatoire, ok, parce que c'est ce que ça indique ici, hein? Ça indique insérer une famille de fontes générique. Donc, quelle famille que je veux aller chercher? Je vais aller chercher ma famille serif. Donc, si jamais Georgia n'est pas trouvée, ben, automatiquement, on va tomber sur une famille serif dans le navigateur. Ensuite de ça, je regarde voir c'est quoi la couleur qu'on utilise le plus dans ça. Donc, ici, je regarde, le texte est pâle. Le texte est pâle ici. Ça, c'est le orange. Je m'en viens voir, le texte est pâle, le texte est orange, le texte est pâle. Puis ici aussi. Donc, je vais prendre le texte pâle comme ça ici. Donc, ma couleur, mettons, je sélectionne le footer. Je vais dire, OK, la typo au complet du site web, en général, elle est de cette couleur-là. Donc, je vais aller la porter dans Body. Pourquoi? Parce qu'après ça, la cascade va se faire. C'est pour ça le cascading style sheet. Je dis à Body d'avoir une couleur, ben, Header va prendre la même couleur pour la typographie, la navigation, les UL vont prendre la même couleur, la section et tout. Donc, on va aller ici et lui dire Color. Et on va coller ça. Je vais même mettre un dièse avant et je colle la couleur de cette façon-là. On voit la pastille qui est apparue ici. Parfait. Je me viens voir juste mon site pour être sûr que ça fonctionne bien. OK, bon, on voit le texte qui est assez pâle, mais on n'aura pas cet aspect-là tantôt parce qu'on va avoir de la couleur d'arrière-plan. Les A ne prennent pas la cascade. OK, le A est un élément spécial. Il faut vraiment lui donner sa couleur à lui particulièrement. Donc, on verra ça tantôt avec les A.
Si on revient ici, donc j'ai la couleur. Je dois aussi aller regarder dans ma maquette la grandeur du texte en général. Donc ici, si je tape, bon, moi j'ai du 18. Si je m'en viens ici et je regarde, je suis capable de sélectionner mes éléments. Bon, j'ai ici le texte qui est du 18 aussi. Ici, c'est, bon, si je m'en viens sélectionner le texte, c'est du 18. Je m'en viens voir ici. Donc, en général, c'est du 18. C'est sûr que j'ai d'autres grandeurs de caractères pour le menu et tout, mais en général, c'est du 18px que j'ai. Donc, ici, je vais simplement lui dire font 16 18px. OK. La hauteur de ligne, c'est la même chose. Je m'en viens ici. OK, je prends ça. Je regarde 18 et 27. Je dois faire 27 divisé par 18. Donc, si je m'en vais chercher ma calculatrice, si je fais 27 divisé par 18, qui me donne une valeur de 1,5. Donc, ma hauteur de ligne va être de 1,5 en général sur mon site web. Donc ici, je vais aller mettre le line height à 1,5. OK, ce n'est pas des pixels, c'est un facteur de multiplication. Donc ma hauteur de ligne est 1 fois 0,5 plus grand que ma grandeur de typographie, donc de 18, qui va donner le 27. Donc, ici, ma typographie, elle est faite. Si je m'en viens revoir ma maquette ici, si je recule, je vois que j'ai un dégradé ici. J'ai un dégradé. Donc, comment on fait ça, un dégradé? C'est pas évident, OK? Il y a des outils sur le web pour faire ça, mais Figma aussi le fait bien. Si je m'en viens ici complètement en haut et que je sélectionne Desktop, c'est sur ça que j'ai mis la couleur d'arrière-plan. Et on voit ici qu'il y a un dégradé. OK? On peut voir que le dégradé part d'un noir à orange. Et comment on met ça en web? Mais il y a une façon facile dans Figma. Si j'ai sélectionné mon desktop, je monte ici dans ma colonne de droite, j'ai Inspect et je vais avoir le code CSS. Par contre, il faut faire attention quand on vient ici. OK? On ne peut pas tout sélectionner n'importe comment ce qu'on veut. Donc, les positions relatives ici et le width et le height, on ne va jamais utiliser ça. OK? On va vraiment nous programmer ça en CSS parce qu'on ne donnera jamais une hauteur à notre site web. Donc, ici, il y a des éléments qu'il faut faire vraiment, vraiment attention. Par contre, dans ce cas-ci, on voit le Linear Gradient et on a les couleurs, les pourcentages et tout. Donc, je vais copier ça. Je le copie et je m'en viens ici dans mes styles et je vais coller ça là. Donc, on a sur le background un linear gradient. Okay. Un linear gradient, c'est comme une image. Okay. C'est considéré comme une image. Bon, on lui dit il part de la couleur noire jusqu'à orange. 0% c'est complètement haut et l'orange va commencer, le noir va aller jusqu'à 40% et le 40% au reste de la page, ça va être du orange. Donc, et 180 degrés, c'est simplement parce qu'elle est verticale. Donc, il y a beaucoup d'outils sur le web pour nous donner un coup de main à faire ça parce que c'est difficile à faire tous les réglages de ça ici. Celui-là, il est quand même assez simple, là, mais des fois, on a des dégradés de plusieurs couleurs qui vont être difficiles à réaliser. Donc, on a ça comme ça. Je vais aller voir ma page web. Je reviens ici. Je recharge et on voit le dégradé de couleur comme ça ici. Donc, l'orange qui va jusqu'à la fin. Ici, on a 0%, c'est du noir. Le 40% devrait s'en aller à peu près ici. Et on a l'orange qui vient après de cette façon-là. Donc, on a déjà commencé notre body. On est bien parti. On a déjà la typographie générale de mon site. On a l'arrière-plan du site et on a enlevé la marge sur le body. Si on continue le développement de notre site, on a ici le body. Si je descends un peu, là, je vais avoir la structure du site web. La structure, on a ici, si on va voir ma maquette, moi, ce que je veux avoir, c'est quoi la largeur de mon site web en tant que tel. Okay? Ce n'est pas la largeur du desktop ici. Là, présentement, là, c'est 1440. C'est pas ça la largeur. Moi, c'est mes div wrappers ici. Je vais aller voir
comment se comportent mes éléments ici. Et si je me prends un div wrapper, c'est 1000 pixels de large que je veux avoir comme site web. Donc, on va aller s'inscrire ici, notre 1000 pixels. Et de la façon que je veux faire, moi j'ai mis des wrappers sur mes divs, donc je vais essayer ici de dire div, pas div wrapper, mais juste le wrapper. Et je vais avoir un max-width de 1000 pixels. Donc, lorsque mon écran sera plus grand que 1000 pixels, je voudrais que mes éléments soient centrés au centre de mon écran. Donc, on arrive ici, ça c'est pour la largeur. Si je m'en viens voir le site web, à quoi il ressemble, je rafraîchis ma page et on a vu, hein, ici ça coupe. Donc mon écran est plus large que 1000 pixels, mais ici mon écran coupe. OK, partout comme ça. Sauf que mon élément n'est pas centré. Présentement, on est toujours aligné à gauche. Donc je voudrais, moi, que la marge, l'espace qui est ici, qui est un peu perdu, ben, soit distribué entre la gauche et la droite. Donc la marge à gauche et à droite doivent se calculer automatiquement. Je reviens ici, je vais faire margin left et je vais mettre auto et je vais faire margin right et je vais mettre auto. Donc de cette façon-là, ici, quand je vais rafraîchir, le site a distribué l'espace qu'il y avait à gauche et à droite et mon site présentement, il est centré. Parfait. J'ai fini mon wrapper ici. Pour la structure, cette session-ci, la plus grande partie qu'on va avoir, c'est ça. OK? La grandeur de mon site web. On va voir qu'éventuellement, on pourrait avoir d'autres éléments ici, mais pour ma session ici, pour les premiers cours qu'on va avoir, ça va être pas mal le wrapper qu'on va avoir. Je continue après le wrapper et je vais avoir ici les composantes. Les composantes, c'est là qu'on a le plus de CSS dans notre site web. Je vais mettre ici simplement des retours de chariot comme ça. Et c'est le reste de la page web. Donc, tous les éléments que j'ai dans ma page web ici. Donc, je vais avoir, mon header, je vais avoir les particularités pour la navigation, les particularités pour mes sections et mon footer. Donc, on commence pour de vrai cette fois-ci avec ici le header. Donc, je m'en vais voir. Je vais commencer à aller dans mon WebStorm et moi, ici, je vais fermer ça et je vais simplement faire un split. OK? Je me mets sur mon onglet et je fais un split de façon verticale. Je peux fermer celle-là et là, je vais avoir mon HTML et ici, je vais avoir mon CSS. Donc, présentement, j'ai un header qui est complètement vide, mais on va parler à mon sélecteur d'éléments. Donc, je vais indiquer ici header. Et ce que je veux faire, premièrement, c'est de donner une couleur d'arrière-plan. OK? Bon, ici, la couleur d'arrière-plan, si je sélectionne, si je m'en viens dans Design, c'est noir. Donc, je vais aller mettre ici la couleur noire en arrière-plan. Je vais agrandir un peu ma typo. Donc, je vais faire Background Color, BGC. OK? Je pourrais l'écrire au complet, là, BA, Background Color comme ça, mais le raccourci, c'est BGC, tabulation, et je vais mettre du noir. Donc, ici, à la place de mettre FFF qui est du blanc, je vais mettre 000000 qui est du noir. Donc j'ai mon noir ici de cette façon-là. Ensuite de ça, je voudrais, si je m'en viens voir sur ma page web, arriver ici et je rafraîchis. Ben, il ne s'est rien passé, OK? Même si je m'en viens ici, OK, je vais désactiver mon background juste pour vous le montrer. J'arrive et je rafraîchis et je ne vois rien. Je n'ai pas de zone noire. Pourquoi? Parce que mon header, il est vide. Je vais mettre l'image en arrière-plan. Donc, mon header, là, si je m'en viens voir, lorsque je vais ici inspecter ma page, que je m'en viens voir sur le body et le head, je ne sais pas si vous voyez le chiffre qui va apparaître ici, quand je m'en viens faire le head, c'est 1425 de large par 0 de haut. Comme il n'y a pas de contenu, ben mon élément a 0 pixel de haut, donc peu importe la couleur que je vais mettre, je ne le verrai pas ici parce que il n'y a pas de contenu, donc on ne voit absolument rien. Une des choses que je pourrais faire ici, j'écris Allo, vous allez voir que lorsque je vais rafraîchir, comme c'est ici, ok, bon, je vais le mettre dans un P, il ne veut pas le vendre comme ça, donc je vais mettre Allo comme ça. Et là, je vais rafraîchir la page. Et pourquoi? Ok, il est un petit peu plus haut. Donc ici, je vois le halo arriver, donc je vois le noir.
Par contre, quand je vide mon header et qu'il n'y a rien dedans, et ben là, je n'aurai plus de contenu, donc je ne vois pas du tout noir. Donc, ce qu'on va simplement se faire ici, c'est de dire, OK, moi je veux un header, mais je veux une hauteur à mon header. Et la hauteur que je vais mettre, ça va être 160 pixels. Okay, si je m'en viens voir dans ma maquette, ici, je sélectionne ça ici et je m'en viens voir, ça a 160 pixels de hauteur. Je m'en viens, je rafraîchis et là, on voit bien que j'ai une zone noire. Donc, quand il n'y a rien dans un élément, ben, il faut vraiment le forcer à avoir une hauteur. Donc, ici, je lui ai donné sa hauteur. Ensuite de ça, je veux mettre l'image qu'on a dans la maquette en arrière-plan. Donc, on arrive ici et je vais lui dire ici Background Image. Donc, BGI pour Background Image, tabulation. Et là, il faut faire attention, OK, ici, il me donne un URL. Donc, l'adresse de l'image que je voudrais aller mettre en arrière-plan de mon header. Donc, en arrière-plan veut dire que je ne l'ai pas mis physiquement dans ma page HTML, je l'ajoute en décoration en arrière-plan de mon header. Donc, si moi je veux aller récupérer l'image, je vous présente ça ici. Mon fichier style, il est dans un dossier CSS. Donc, mon style est dans un dossier CSS. L'image que moi, je vais aller chercher, c'est dans Header. C'est le Header Halloween qui est dans le dossier Image. Donc, les deux éléments ne sont pas dans le même dossier. Donc, mon fichier style.css est dans CSS et mon Header Halloween.jpg est dans Image. Donc, je dois partir toujours du fichier où je suis. Donc, présentement, je suis dans style.css. Je vais remonter d'un dossier pour aller dans le dossier Halloween et je vais ensuite rentrer dans le dossier image pour aller chercher mon image header Halloween. Comment on fait ça? On s'en vient ici et là, pour reculer d'un dossier, c'est point. Et je vais faire barre oblique et là, je vais pouvoir commencer, OK, là, quand j'ai reculé d'un, je suis rendu dans Halloween, je voudrais rentrer dans mon dossier image, je vais faire I et là, déjà je l'ai. Je sélectionne mon image, barre oblique, et c'est header, donc je vais faire H, et j'ai déjà mon image. Je fais retour de chariot, et voilà, mon image est insérée. Je ferme ça ici. On voit, ok, donc lorsque je suis dans mes styles, il faut vraiment que je fasse attention. Si j'étais dans le HTML, j'étais déjà dans le dossier Halloween, donc je rentre directement dans l'image. Mais lorsque je suis dans mes styles, je dois reculer d'un dossier pour pouvoir entrer ensuite de ça dans le dossier d'image. Donc, ça fonctionne. J'ai mon background image ici comme ça va aller positionner mon image. Je vais aller voir ce que ça va donner. Je rafraîchis. Ça fonctionne, mais on voit l'image se répète. Okay? Et si je mettais ici, mettons, 800 de haut, vous allez voir que mon image se répète pas beaucoup. Je m'en viens ici, je sauvegarde. Et voilà. OK, parce que j'ai mis plus grand, l'image se répète sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Moi, je ne veux pas de répétition. Donc ici, je vais remettre 160. Je ne veux pas de répétition à mon image. Donc, je vais faire un background repeat. Et je ne veux pas de répétition, donc je vais mettre no repeat. Et là, mon image ici va être là une seule fois parce qu'elle ne se répétera pas à l'infini. Par contre, présentement, mon image est complètement à gauche. Je voudrais la centrer. Donc, on a le background position. Okay? Et on a deux éléments. On peut lui dire en hauteur et sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Si je mets simplement center, il va s'occuper des deux à la fois. Donc, moi, je le veux centrer. De toute façon, ici, il va être centré en hauteur, mais je le veux aussi centré en largeur. Et voilà. Donc, il n'y a rien à faire. Je peux simplement ici diminuer et mon arrière-plan va toujours être centré dans ma page. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. OK. Donc, je m'en viens ici. J'ai mon header ici. C'est parfait. Mon header, j'ai la couleur d'arrière-plan, j'ai mon image. Je ne veux pas qu'elle se répète, je veux qu'elle soit centrée. Et il faut penser à la hauteur de mon élément parce que mon élément ici, il est vide. Donc, je voulais avoir une hauteur minimale pour être capable de voir mon image ici. Donc, parfait, je vais juste réactiver, j'avais désactivé mon background ici pour le dégrader. Donc, je le réactive et je regarde qu'est-ce que ça donne. Et voilà, donc ça s'en vient
assez bien de cette façon-là. Je passe à la prochaine étape du site, donc à la au prochain bloc. Donc j'ai fait l'entête. Je suis rendu à faire la navigation. Pour la navigation, je vais vous faire afficher, j'ai mis les marges, ok? Pas les marges, le padding. Les marges, c'est toujours l'espace qu'on voit ici. Si on peut calculer la marge ici entre ces deux éléments-là, on peut aller la chercher dans Figma. Le padding est un petit peu plus difficile à voir lorsqu'on est moins habitué à faire des pages web. Donc, pour aller voir les paddings que je vous ai mis, on va aller dans Figma. Ici, vous avez le pourcentage du zoom sur lequel on est rendu. Vous avez la petite flèche. Et là, on va faire Layout Grid. Donc, moi, je vous ai affiché en vert des paddings. Donc, si on regarde la navigation ici, on voit qu'il y a un espace ici en vert qui m'indique que mes éléments, ils ne seront pas collés sur le bord. OK? Ensuite de ça, j'ai la couleur. Donc, je vais aller ici me copier la couleur dans mon Figma et je vais aller commencer à faire justement cet ajustement-là. Donc, je m'en viens ici, je m'en viens et je lui dis, je veux parler à ma navigation qui est ici. Donc, je vais faire nav, tabulation, accolade plutôt, et je vais lui donner la couleur. Je vais m'approcher un petit peu. Je vais lui donner la couleur d'arrière-plan, donc Background Color, BGC, et je vais lui coller la couleur d'arrière-plan qui est le fameux orange ici. Donc, ensuite de ça, si je vois ma maquette comme ça ici, je rafraîchis, parfait. Et là, comme je montrais, si je suis un petit peu collé sur le bord, donc il me manque le fameux padding, le padding qui est ici. Quand je sélectionne, je vois que j'ai mis un layout grid, donc de 5 pixels en haut et en bas, parce que ici c'est de gauche à droite parce que c'est des colonnes, et de 5 pixels de haut et en bas. OK? Donc, je m'en viens ici et je vais mettre du padding de 5 pixels en haut, en bas, à gauche et à droite. Et là, je vais aller voir ici et je vais simplement faire rafraîchir et on voit pourquoi ça a aussi grand espace que ça. On va voir que le UL aussi a de la marge et la fusion des marges est arrêtée. On avait vu pour arrêter la fusion des marges, on mettait un padding. Donc, ça fonctionne de cette façon-là. Je m'en viens ici, je regarde d'un petit peu plus près mon menu parce que c'est la chose que je voudrais faire. Quand je m'en viens voir mon menu ici, je suis dans un A qui est dans un LI qui est dans un UL. Et là, si vous regardez le UL qui est ici, on voit bien la marge en haut et en bas. Donc, cette marge-là, avant, elle fusionnait avec mon bloc, donc elle allait déborder de mon bloc navigation. Présentement, à cause que sur mon bloc navigation, j'ai mis un padding, la fusion des marges n'a plus lieu. Et ce qu'on peut voir aussi en vert, ici, là, sur les puces, on voit qu'il y a un espace. Donc, il y a un padding qui est mis là pour qu'on puisse voir les puces. Le texte, il va être poussé par le padding, donc on va pouvoir afficher la puce. Donc, moi, ce que je voudrais faire, quand je veux faire un menu avec un ULLI, je dois enlever, premièrement, je vais enlever les marges en haut et en bas, et je vais enlever aussi le padding qu'il y a sur le UL, et je vais enlever la liste à puces. Donc, je m'en viens ici. Moi, ce que je veux parler, c'est le UL, donc, mais ce n'est pas toutes les UL, ok? C'est vraiment le UL qui est dans le nav, parce que j'ai d'autres UL ici et je ne voudrais pas leur toucher. Je veux vraiment que ce soit que la navigation ici. Donc, pour faire ça, je vais parler à nav et UL. Donc, en web, en CSS, on lit toujours de droite à gauche, donc c'est les UL qui sont à l'intérieur d'un élément nav. Okay? Donc, ce n'est pas tous les UL de la page, mais simplement ceux-là. Ce que je vais lui faire ici, okay? Je lui dis que je voulais enlever la marge. Donc, je vais lui enlever la marge de 0. Donc, je m'en viens voir, je rafraîchis, et on voit que là, présentement, l'espace qu'il y a, c'est le padding de 5 pixels que j'ai mis sur ma nav. Okay, on voit, quand je sélectionne le UL, on n'a plus de padding. Je veux enlever la liste à puces. Donc, je vais lui dire ici, list, style, none. Ça enlève les puces. List, style, none, je ne veux pas avoir de puces sur mes listes à puces. Je rafraîchis ici. OK. Et on voit que j'ai plus de puces, mais si je m'en viens sélectionner le UL, on voit toujours le padding. Donc le padding est toujours là. Même si on n'a plus de puces, on voit que le texte est quand même poussé. Donc on va l'enlever aussi. Je vais aller ici et je vais lui dire padding 0.
Et là, quand je vais faire ça, mais je vais voir ici que mon UL parfait, c'est un bloc. Il n'y a plus de puce, il n'y a plus d'espace en haut et en bas. C'est un bloc carré. Ensuite de ça, ce que je veux faire par la suite, c'est de mettre les éléments un à côté de l'autre. Donc, je ne voudrais pas les avoir un par-dessus l'autre. Pourquoi ils sont un par-dessus l'autre? C'est que les LI, ce sont des éléments de type bloc. On voit bien ici que lorsque je sélectionne mon LI, il prend tout l'espace. Même si mon texte est petit, il va prendre l'espace jusqu'à l'autre bout, le fameux 1000 pixels que mon wrapper me donne. Donc, et en faisant ça, il y a un retour de ligne aussi. Donc, on voit que les éléments se sont mis un par-dessus l'autre. On va essayer d'arranger ça. On va utiliser les flexbox. Les flexbox, comment ça fonctionne? On se dit toujours, qu'est-ce que je veux faire changer? Okay, quel élément je veux mettre un par-dessus l'autre? Donc, dans mon cas, moi, pas un par-dessus l'autre, un à côté de l'autre, c'est les LI qui sont ici. Donc, les LI qui sont là, c'est ça que je veux faire un à côté de l'autre. Donc, je vais toujours utiliser le parent pour mettre mon flexbox. Ça, on appelle ça des flex items. C'est les items qui vont s'aligner un à côté de l'autre. Et le parent, le flex parent, c'est celui-là ici. C'est le UL qui est ici. Donc, c'est parfait. Je suis déjà ici dans le UL qui est dans la navigation. Je vais simplement ici aller faire un display flex. Juste en faisant ça, on va voir que ça va avoir mis les éléments un à côté de l'autre. Parfait. Par contre, les éléments, ils sont vraiment à gauche. Si je regarde sur ma maquette, moi, ils sont centrés. Donc, c'est le fun parce qu'avec Flexbox, on peut justement jouer sur à droite, à gauche ou centré. Donc, je m'en viens ici. Et je vais lui dire Justify Content. Donc, Justify Content, on peut les mettre à gauche, on pourrait les mettre à droite, mais moi, je veux les avoir centrés. Donc, en faisant ça, mes éléments vont être centrés. Parfait, ça fonctionne, on commence à avoir un résultat. On va aller essayer de voir la couleur de mon texte. Okay. Si je me rapproche, parfait, je vais essayer de sélectionner ça ici. J'ai mon A. Okay. Hein, on a bien vu là, juste je reviens dans la page web, même si j'avais mis de la couleur sur mon texte, les A ne sont pas pris en compte. La cascade, hein, on a mis la couleur sur le body, la cascade ne se fait pas sur les A. Il faut vraiment configurer les A juste à la pièce. Donc, j'arrive ici, j'ai sélectionné, j'ai la couleur du texte, et la couleur du texte, elle est ici. Donc, je vais la copier. J'en profite pour voir à quoi ça ressemble. Donc, c'est du Georgia. Parfait, le Georgia, je l'ai mis sur le body, et ça, la cascade se fait. 18 pixels, parfait, j'avais mis 18 pixels sur le body, ça aussi la cascade se fait. Par contre, je vais être obligé de mettre du bold, okay, parce que le A n'a pas de gras par défaut, là, okay, donc je vais être obligé de mettre la typographie en gras, donc je vais mettre en bold. Et si on peut voir, c'est que les textes ils sont mis en majuscules. Donc si on s'en vient voir ici dans Figma avec les trois petits points, on a un truc, on pourrait dire, ok, mets-le normalement ou mets-le okay, en majuscule. Donc, moi, c'est uppercase, je veux mettre le texte en majuscule. Même si je l'écris en minuscule, il va toujours être affiché en majuscule. Okay? Donc, j'ai été chercher la couleur, je la copie, et il faut que je mette la typographie en bold. On retourne ici. Et là, moi, je disais que je veux vraiment parler au A. Okay? Je ne peux pas faire la cascade avec la couleur. Je dois réellement mettre ça sur les A. Donc ici, je vais simplement faire un nav et A. Je ne veux pas que ce soit tous les A n'importe où dans la page web, c'est les A qui sont directement dans un nav. Et je ne suis pas obligé de faire le A qui est dans un LI, qui est dans un UL, qui est dans un div, qui est dans un nav. Le A qui est ici, il est dans un nav. Donc directement, le A, il est dans la navigation. Donc, je vais aller chercher la couleur avec un dièse et je colle la couleur là que j'avais copiée. Et j'ai dit aussi que je voulais mettre la typographie en gras. Donc, c'est font, weight, bold. Okay. Donc, pour mettre la typographie en gras ou en mince, on va simplement utiliser font weight. Je voulais aussi mettre le texte en majuscule. Donc, je vais faire texte, transform et uppercase. Donc, pour mettre en majuscule, on transforme le texte, on le met text transform uppercase. On va aller voir ce que ça donne.
je m'en viens ici dans ma page web, je rafraîchis. Parfait, le texte, il est en majuscule, en blanc, mais on voit aussi qu'il y a un petit souligné en dessous, ok? Un lien A toujours par défaut un souligné. Si je regarde ma maquette, moi, je n'ai pas de souligné ici, donc on va essayer de modifier ça. Ici, ça va être un text decoration. Donc, qu'est-ce que je veux? Et moi, je veux dans le text decoration none. Ok, j'en ne veux pas de décoration sur mes A. Je me reviens ici, je rafraîchis ma page, et voilà, je n'ai pas de décoration. On peut voir autre chose, c'est que le texte est très collé. Okay? Il est vraiment, c'est de muffin d'araignée, soupe ici, il devrait y avoir un espace, là, donc le ragoût avec le S ici devrait avoir un espace, c'est très très collé. Donc, on peut penser à aller voir comment ça va se passer. J'ai mon UL ici. Ce qui se sont mis un à côté de l'autre, c'est des LI. Donc, on pourrait penser, ce serait une bonne solution de dire les LI ici, je veux de l'espace. On va aller ici. Et bon, je vais mettre nav, espace, LI. Donc, ce sont les LI qui sont dans la navigation. Ici, j'avais le UL. Ici, j'ai les LI. Et ici, j'ai le A. Donc, pour mes LI, moi, je veux une marge à gauche de 10 pixels. Et je vais mettre une marge à droite de 10 pixels. De cette façon-là. Donc, si je reviens voir ma page, on va rafraîchir et automatiquement, les LI se sont écartés. Si je prends le LI, on voit qu'il y a une marge à gauche et à droite. Donc, le prochain LI aussi. Donc, on peut un peu mieux voir les mots de mon menu. Autre étape à faire, c'est de mettre en survol. Présentement, on le voit, ok, lorsque je fais un survol d'un menu, le curseur va changer. J'ai une flèche habituellement et là, il va devenir avec une main pour dire que je peux pointer sur le menu pour m'amener en quelque part. Par contre, c'est pas très visible. Okay? On va essayer de donner un petit peu plus de punch, d'effet visuel pour dire à l'utilisateur hey, ici, il y a peut-être un lien, tu vas pouvoir cliquer dessus. Donc, si on regarde dans ma maquette, ici, moi, j'avais mis sur celui-là un rectangle en arrière. En réalité, le rectangle en arrière voulait juste m'indiquer que je voulais une couleur d'arrière-plan sur mon A. Donc, la couleur d'arrière-plan, elle est ici. Je vais copier la couleur. Et là, c'est sur le A que je veux une couleur d'arrière-plan. Donc, je m'en viens ici. Je vais dire background color, deux points. Background color, tabulation. Et je colle mon numéro ici. Et voilà, je m'en viens voir ma page web. Ça, c'est la maquette. Je vais aller voir la page web. Et là, ben là, en fin de compte, je l'ai mis sur toutes les A. Même sans survol, j'ai une couleur d'arrière-plan. Donc, c'est pas tout à fait ce que je voulais avoir. C'est la bonne couleur, c'est le bon arrière-plan, mais c'est pas l'effet que je voulais. On va voir que lorsqu'on va utiliser les éléments A, on peut utiliser une pseudo-classe. On commence avec des nouveaux mots. Donc, on a une navigation avec un A et la pseudo-classe, okay, on va faire hover. Comme ça ici. Donc, au survol du A, ben, mets-moi quelque chose de différent. Donc, quelque chose de différent, en réalité, c'est le fameux background ici. Donc, je vais simplement le déplacer de cette façon-là. Donc, habituellement, le background, l'arrière-plan de mon A est transparent, donc je vois à l'arrière. Et ici, je vais lui mettre une couleur bleutée de cette façon-là. Donc, quand je m'en viens ici, par défaut, le background, il est transparent, donc je vois l'orange en arrière, et quand je vais faire un survol, ben, je vais bien voir ici que la couleur arrive. Encore là, j'ai un petit problème, ok? Si je zoome un peu sur ma page, je ne sais pas si vous voyez, le carré, il est très collé sur le bord des lettres. Donc, moi, je trouve ça désagréable à lire, et c'est pas très joli non plus. Donc, on va lui mettre un espace tout le tour ici, pour avoir un peu plus d'espace, pour pouvoir lire un peu mieux. Donc, je reviens ici. Ben, en fait, juste pour être sûr, lorsque je veux faire un espace à l'intérieur, c'est du padding. Lorsque je voulais espacer les deux éléments, j'ai mis de la marge. Et si je veux espacer la typographie de son élément, de la bordure, donc je vais mettre du padding. Je m'en reviens ici. Donc, c'est l'élément A que je veux. Donc, je suis dans l'élément A. OK, je vais lui mettre ici un padding. En réalité, bon, je vais lui mettre un padding top de 5px.
Et je vais lui mettre un padding bottom de 5 px. Je vais lui mettre un padding left de 8 px parce que je voudrais en avoir un peu plus de chaque côté. Et un padding right de 8 px. OK, de cette façon-là. Et là, je m'en viens voir à quoi ça ressemble ici. Je recharge ma page. Et là, on voit que oui, ça fonctionne, mais regardez, le texte à côté, il est poussé. OK? Parce que mon élément grandit lorsque je vais utiliser ça. Le problème que j'ai ici, c'est simplement que je l'ai mis le padding au survol. Je ne l'ai pas mis toujours. Donc, au survol, ben, ça va fonctionner, mais en réalité, tout bouge. Ce que je vais faire, c'est simplement, je me dis, OK, le padding à la place, là, je vais le mettre tout le temps. Donc, pas sur le hover, mais ici, toujours, je vais mettre mon padding. Donc, quand je vais faire rafraîchir, vous allez voir, les LED vont bouger. Et là, le padding a été appliqué tout le temps. Et là, mes éléments vont bien se positionner ici. Et ça paraît un peu mieux. OK, j'ai plus de bordure tout le tour de mon élément, de mes lettres. Donc, c'est peut-être un peu plus visible de cette façon-là. Donc, on a fini le menu. Le menu est fonctionnel. Il nous restera à faire des liens à l'interne, on verra ça. Mais présentement, le menu au survol fonctionne bien. On va arrêter ici pour une première partie du site web. Donc, vous devriez arriver au résultat que je vous montre présentement à l'écran. Donc, vous avez les éléments qui sont centrés sur une largeur de 1000 pixels. Les éléments, la couleur est intégrée. Le menu, on voit, il y a un effet de survol. J'ai une image en arrière-plan. Donc, on va arrêter là pour cette fois-ci et je vais faire une deuxième vidéo pour continuer l'intégration des sections ici et du pied de page aussi.